Europe 1 13h. Vous écoutez Europe 1 13h jusqu'à 14h sur Europe 1. Il est 13h17 et c'est l'heure du débat. Mickaël Dorian avec vos deux invités, l'ancien magistrat Georges Fenech et l'écrivain et journaliste Vincent Roy. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Alors après Emmanuel Macron hier, c'est au tour de Gérald Darmanin de se féliciter du bilan sécuritaire des JO. Et alors je le disais, il faut dire que les autorités ont mis le paquet. 35 000 personnes mobilisées tout au long de la quinzaine, jusqu'à 45 000 pour la cérémonie d'ouverture. Et à la vue de ce succès, de nombreuses voix s'élèvent désormais pour que certaines évolutions, certaines améliorations en matière de sécurité demeurent après les JO. Alors qu'en sera-t-il de l'héritage des Jeux Olympiques en matière de police et de justice, Georges Fenech? Oui, j'ai pris connaissance de cette longue interview dans le Figaro. Absolument. De Gérald Darmanin. Moi, ce dont je me félicite, c'est que à l'occasion de ces JO, on a utilisé des dispositifs qu'on avait tendance à un peu sous-estimer. Notamment le fait d'utiliser déjà, sur un plan de la surveillance, de l'intelligence artificielle dans les caméras de vidéosurveillance. Vous savez, ils avaient des algorithmes aujourd'hui qui sont en capacité de repérer des mouvements suspects, des objets suspects. Tout ça, ça aide énormément. Et ça, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté qui a été introduite dans la loi JO 2023 à titre expérimental, et nous espérons tous que ce sera maintenu pour l'avenir. Il n'y a pas de raison. Après, il y a également, effectivement, tout le travail qui a été fait par les services de renseignement et l'utilisation aussi des textes qui, souvenez-vous, étaient au départ dans l'état d'urgence et après l'état d'urgence ont été intégrés au droit commun. Je pense notamment à toutes les mesures administratives que peut prendre un préfet. Il y a eu, je crois, 700 mesures administratives qui ont été prises, soit d'assignation à résidence, de surveillance d'individus potentiellement capables de passer à l'acte. Donc tout ça a été mis en œuvre. Alors après, il est évident que les effectifs très importants, 45 000 quand même fonctionnaires de police, on ne pourra pas les maintenir. Et d'ailleurs, je le dis, ça n'est pas souhaitable. Pour quelle raison? Parce que je n'aimerais pas vivre dans une ville où on a le sentiment d'être dans un état policier, avec de la police partout. Ça ne semble pas avoir dérangé les Français pendant cette quinzaine. Écoutez, pendant cette quinzaine, on est bien content, effectivement, de les avoir eus, mais on ne va pas vivre en permanence avec des policiers à chaque coin de rue. Les policiers, nous les aimons, nous apprécions ce qu'ils font comme travail, mais il faut aussi bien comprendre que c'est pas parce que vous allez mettre du bleu partout qu'il y aura forcément moins de délinquance au bout d'un certain temps. Si vous n'avez pas une justice qui répond, par exemple, à l'action de la police, ça ne sert à rien de mettre du bleu partout. Donc, je pense qu'il faut être lucide, raisonnable, équilibré en matière de lutte contre la délinquance. La prévention, c'est une chose. La répression, il ne faut pas l'oublier non plus. Vincent Roy. Oui, alors deux choses. Entre les 45 000 qu'il y a eu de policiers dans Paris pour la cérémonie d'ouverture et les 35 000 qu'il y avait ensuite constamment durant ces 15 jours, et puis ce que nous avons en temps ordinaire, il y a peut-être un juste milieu à trouver. C'est-à-dire que là, il y en avait évidemment beaucoup, puisque une partie de Paris était sous cloche, et on peut très bien imaginer qu'on tire les enseignements, avec tout ce que Georges, vous venez de rappeler, effectivement, qu'on garde un certain nombre de choses qui sont très bien, notamment la coopération entre les services, la coopération entre les services de sécurité intérieure de différents pays, parce que tout ça a joué aussi. Bon, tout ça est très important. Ce qui ne ressort pas très directement de l'interview, vous me direz que c'est pas la fonction principale de Gérald Darmanin, mais c'est quand même le volet justice derrière. Ça me paraît absolument capital. Va-t-on évoluer sur cette question? Va-t-on vers une justice avec plus de moyens, c'est-à-dire une justice plus rapide, des peines qui seraient donc par conséquent plus rapides, peut-être pas plus importante, mais voilà, dans la rapidité... Exécuter, en tout cas. Exécution des peines. Des peines, alors peut-être imaginer un retour aux peines planchées, enfin il faut voir tout ça, mais ce sont des questions qui doivent se poser, parce que si on n'a qu'un volet, c'est-à-dire le volet uniquement police ou gendarmerie, et que derrière, ça ne suit pas... Non, il faut que ça suive sur le volet justice. C'est un coup de bâton dans l'eau, quoi. Il faut les deux. On a une auditrice qui aimerait rebondir sur ce que vous avez dit, Georges, notamment sur le fait... sur les moyens qui ont été mis en place, les moyens de police qu'on ne va malheureusement pas pouvoir faire perdurer. Alors vous dites que c'est souhaitable, mais évidemment il y a aussi une question de moyens. C'est Nathalie qui nous appelle de Paris. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes dans quel coin de Paris, vous, Nathalie ?
Alors écoutez, c'est très simple, dans le 18e, à Porte de la Chapelle. Donc voilà, moi ce que j'ai envie de vous dire, je partage pas tout à fait l'avis de Monsieur Fenech sur certains aspects, mais je vais y revenir. Nous, on est passé de l'enfer au paradis. Alors que depuis des années, on vivait une situation mais vraiment intenable et que on nous disait, quand on nous disait forcément les élus, qu'on ne pouvait rien faire, il est évident qu'il est parfaitement possible de vivre en sécurité à la Porte de la Chapelle. Nous venons de le vivre. Avec de la police, de la gendarmerie présente en permanence, la disparition, comme par enchantement, des dealers, des drogués, des taxis clandestins, des vendeurs ambulants, enfin, et j'en passe et des meilleurs. On sent déjà qu'il y a un petit relâchement, mais l'heure de vérité arrivera, je pense, après le 15 septembre. Aujourd'hui, nous, on est constitués en collectif parce que ça fait des années qu'on réclame, nous qui sommes des citoyens, qui travaillons, qui payons des impôts, et on considère que l'État doit absolument pouvoir assumer ses missions régaliennes. La première d'entre elles étant la sécurité. Et quand on sait qu'on a fait des dizaines, peut-être des centaines, je ne connais pas les sommes, de millions de travaux pour rendre cette Porte de la Chapelle beaucoup plus jolie, c'est flagrant quand on s'y rend, avec la construction l'Arena, d'autres constructions à venir. Nous osons espérer que tout ce travail ne va pas être saccagé par derrière un retour à la situation antérieure lié à une indifférence totale à notre sort et à la lâcheté de l'État. Parce que moi j'aime bien aujourd'hui, tout le monde se satisfait de la situation. Effectivement, il y a eu des nouvelles technologies utilisées, mais c'est nous qui vivons. Vous savez, quand M. Fenech dit il ne veut pas vivre dans un état policier, ben moi j'ai envie de dire si, moi j'ai envie de vivre dans un état policier à la Porte de la Chapelle. Parce que quand je sors de chez moi... Ça veut dire que pendant cette quinzaine, Nathalie, vous nous dites que pendant cette quinzaine, vous vous êtes sentie en sécurité et ce n'était pas arrivé depuis plusieurs années. Ben écoutez, je me suis sentie à la campagne, vraiment. Dans un endroit, oui, on sort, on ne se pose pas de questions ça veut sur dire, qui on va tomber. C'est une question de volonté, selon vous ? Ah bah totalement, enfin c'est flagrant. Ils nous ont prouvé par A plus B que quand on veut, on peut. Parce que s'il n'y avait pas eu les Jeux Olympiques, nous aurions continué à vivre dans cette situation où on nous abandonne. De toute façon, je vais vous dire, si on prend les élus, je vais prendre notre député, Aymeric Caron, on ne l'a jamais vu. Il a ses combats à droite, à gauche, en France, ailleurs de France. Mais venir dans sa propre circonscription, soutenir les habitants qui vivent l'enfer, ça, c'est quelque chose qui est hors d'entendement pour eux. Et ça, c'est insupportable. Alors, on va laisser répondre Georges. D'un mot, j'entends et je comprends ce que dit notre auditrice. Pour bien faire comprendre ce que j'ai voulu dire, c'est que si nous devons vivre dans une société ou dans une ville où pour sortir de chez soi, il faut avoir et trouver un policier à chaque coin de rue, c'est que notre société est malade. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est qu'elle est malade. Mais est-ce que c'est pas le cas de certains de nos quartiers, justement ? Mais je vous le dis, c'est vrai. Notre société va pas bien. Mais c'est pas en quadrillant notre pays et nos villes que nous irons mieux. Nous irons mieux le jour où on aura des parents responsables, où on aura des écoles qui redeviennent des sanctuaires, le jour où on aura une justice qui répondra efficacement au travail de la police. C'est un ensemble de choses. Ça ne peut pas reposer uniquement sur une présence en bleu dans toutes les rues, et ça n'est pas souhaitable. C'est pas l'image que je voudrais avoir de Paris. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors, après, il y a des points de crispation et de fixation, comme la Porte de la Chapelle. On comprend que là, il faut mettre le paquet. Là, il y a une nécessité. Mais si derrière, il n'y a pas de suivi, si par exemple, on interpelle des étrangers en situation irrégulière et qui ne sont pas expulsés, c'est la question, vous vous souvenez, des OQTF, etc. Si vous interpellez des trafiquants, des dealers en tout genre, et qui ne sont pas sanctionnés, ils reviendront. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, ce n'est pas une réponse purement policière, sans que ce soit péjoratif dans ma bouche, n'est pas suffisante, cette réponse. Nathalie. Oui. On est complètement d'accord, mais dans un premier temps, en tout cas pour moi, le premier étage de la fusée, c'est de pouvoir sortir de chez soi et rentrer chez soi sans courir le risque d'être agressé, que les habitants des immeubles qui travaillent le lendemain matin puissent dormir sans avoir de la musique en bas en bas des portes cochères avec des effluves de drogue qui remontent en permanence jusqu'à 2 ou 4 heures du matin. Eux, après, ils vont dormir je ne sais pas où et combien de temps. Mais nous, ça, c'est l'urgence. Après, je suis tout à fait d'accord pour dire que les autres étages
étage de la fusée, c'est bien la problématique de la sévérité face à la délinquance. Aujourd'hui, on est bien d'accord que... On va en parler justement, Nathalie. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1 et merci pour ce témoignage. Merci de nous avoir appelé. Vincent Roy, vous souhaitiez réagir et on va effectivement parler aussi du volet justice parce que c'est important. On l'a pas mal rappelé. Il y a une montée en puissance aussi des procédures rapides. Il y a eu cette montée en puissance pendant ces Jeux Olympiques. Est-ce que ça va pouvoir perdurer aussi dans le temps ? Mais voilà, ça c'est toute la question parce que je trouvais c'était très intéressant ce que disait votre auditrice pour une raison simple, c'est que quand tout le monde a vu ce qu'on pouvait faire, que quand on voulait, on pouvait, durant ces JO, si ensuite on n'en tire pas les bonnes leçons, les gens vont être doublement déçus. D'abord parce que peut-être étaient-ils désespérés en se disant mais la situation est foutue. Là, ils viennent de remarquer, et votre auditrice le dit avec précision, elle dit non, la situation n'était pas foutue. À preuve, ça a pu fonctionner. Donc, s'il n'y a pas une réponse derrière, de manière à rendre pérenne, à minima, cette sécurité dans les quartiers les plus difficiles, et je rejoins Georges, il n'est pas question de mettre de la police derrière chaque citoyen sur l'intégralité de notre territoire, ça n'est pas vivable et pas souhaitable. Mais sur certains points de fixation, il est évident qu'il faut porter l'effort parce que là, les gens souffrent de problèmes de sécurité, Vous vous rendez compte, quand vous avez acheté il y a 20 ans un appartement porte de la Chapelle et que vous voulez le revendre aujourd'hui, il est totalement dévalué. Plus personne ne veut habiter ces quartiers. Alors, on va poursuivre dans un instant. On va continuer effectivement sur ce volet justice et sur cette montée en puissance des procédures rapides. Hier soir, on a notamment appris que l'auteur d'une agression antisémite dans le tramway de Montpellier, la semaine dernière, avait écopé de 2 ans de prison, dont 1 an ferme. C'est le maire de Montpellier qui l'a annoncé sur X. On a ici un exemple de plus de peine rendue extrêmement rapidement. On en parle, on en débat avec Georges Fenech et Vincent Roy dans la suite d'Europe 1 13h. À tout de suite. Europe 1 13h. Et on poursuit avec ce volet justice. On en parlait à l'instant dans le journal permanent. 2 ans de prison, dont 1 an ferme pour une agression antisémite dans le tramway de Montpellier la semaine dernière. Le maire de la ville s'est félicité sur X et salue une justice rendue avec fermeté. Peut-on réellement parler de fermeté, Vincent Roy ? À l'évidence, non, puisque l'individu dont on a vu les vidéos et entendu les propos se voit infliger 2 ans ferme, dont 1 avec sursis, 1 année avec sursis, et dans l'autre cas, la peine, c'est-à-dire les 1 an ferme qu'il doit effectuer, la peine est aménageable. Ça veut dire que on peut très bien imaginer qu'il ait un bracelet électronique et que, par conséquent, muni de ce bracelet, il puisse continuer à prendre le tramway et à agresser des gens. C'est pas ça la fermeté. Et j'avais demandé, je crois que c'est ici sur cette antenne, j'avais dit, il faut, dans un cas comme celui-ci, faire vraiment un exemple et que la justice soit absolument inflexible. Elle ne l'est pas. Le maire de Montpellier a beau parler de fermeté, je ne vois pas ici de fermeté puisque ces 1 an sont juridiquement aménageables et je vous le répète, cet individu peut, à l'aide d'un bracelet électronique, continuer à vivre, non pas normalement, et bien tout à fait normalement sa vie, n'exagérons rien, mais enfin peut tout à fait continuer à être violent. Un bracelet électronique ne vous a jamais empêché de taper sur quelqu'un. Georges, il y a un vrai sujet sur cette question des peines de jusqu'à 1 an de prison ferme qui peuvent être aménageables, notamment par le port de bracelets électroniques. Oui, et il n'y a pas si longtemps, c'était jusqu'à 2 ans. Et c'était la droite qui l'avait fait. Donc voilà, et ça a été ramené effectivement à 1 an sous le premier mandat d'Emmanuel Macron, faut le reconnaître. Mais je n'ai pas la décision, je ne sais pas ce qu'a dit le tribunal exactement. Est-ce qu'il a dit 1 an avec aménagement bracelet électronique ou est-ce qu'il a simplement dit 1 an ? Je pense que c'est plutôt ça. Et qu'ensuite, il appartient éventuellement au juge d'application des peines. C'est exactement ce qu'il a dit. D'aménager avec un bracelet. Alors moi, je milite déjà, je suis un petit peu seul dans ce sens-là, pour dire que le juge d'application des peines ne doit pas intervenir ab initio. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir du moment où le tribunal indépendant, collégial, dit 1 an, il faut qu'il soit incarcéré, il faut que la peine soit exécutée, qu'ensuite, en cours d'exécution des peines, il puisse y avoir un aménagement par un juge d'application des peines, c'est normal. Pourquoi pas ? C'est normal. Et je crois qu'on est l'une des seules grandes démocraties à faire en sorte que
Un juge dans son cabinet tout seul, qu'on appelle le juge d'exécution des peines, va détricoter ce qu'a fait un tribunal collégial, public, transparent. Voyez-vous ? Donc je pense qu'il faut que nous revoyions entièrement notre système d'application des peines. Maintenant, je me permets de dire quand même à Vincent que le bracelet électronique, c'est quand même une peine. Ah oui, bien sûr. Ça n'est pas anodin. Non, bien entendu. Moi, j'ai vu des détenus, je les ai vus notamment aux États-Unis, au-delà de 6 mois, ça devient quasiment intenable. Il faut vraiment être bien structuré dans sa tête pour supporter et respecter les obligations d'un bracelet électronique où il faut rentrer à telle heure. Si vous dépassez d'une minute, tout se déclenche, l'arrivée des services. C'est quelque chose, on ne peut d'ailleurs décider de ces peines que pour des gens bien structurés. Oui, mais Georges, ça n'est pas anodin, si vous voulez. Hein. Georges, on parle ici d'une agression qui a eu lieu dans un tramway, donc ça veut dire qu'il aura la possibilité de continuer à prendre le tramway avec son bracelet électronique. Savez, le jeune qui a malheureusement tragiquement égorgé le père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, il a commis son acte terroriste, il était sous bracelet électronique. Un bracelet électronique n'empêchera jamais quelqu'un de passer à l'acte. C'est dissuasif, c'est une sanction, mais ça n'est pas une privation de liberté. Et c'est la raison pour laquelle je disais, alors que on a sur ce cas-là, qui est un cas d'antisémitisme caractérisé, on attend la plus grande fermeté de la justice, et Georges convenait avec moi que cette fermeté, pour l'heure, attendons ce que dira le juge d'application des peines, mais pour l'heure, elle ne semble pas au rendez-vous. Mais ne nous avançons pas, si ça se trouve, il va il sera écroué. Mais on peut tout de même souligner l'extrême rapidité de la procédure. Ça, c'est important. C'est important qu'il y ait dans ce genre d'affaires des comparutions immédiates avec des peines immédiates. Mais ce que je dis là devrait être le cas aussi pour des mineurs au moins d'âge de 16 ans, au minimum. Il faut aussi qu'ils puissent rendre compte de leurs méfaits immédiatement et non pas, comme le texte le prévoit aujourd'hui, 9 mois ou 1 an plus tard où ça n'a plus aucun sens dans la tête d'un mineur. Donc il faut accélérer nos procédures, faire le maximum de comparutions immédiates et des sanctions très proches de la commission des faits. Un tout autre sujet à présent, avec une bonne nouvelle pour les musées qui n'ont pas réussi à faire le plein pendant les JO. Ils pourraient reprendre des couleurs cette semaine. Les touristes venus du monde entier pour assister aux épreuves olympiques ne sont pas tous repartis. Beaucoup sont restés pour prolonger leur plaisir de visiter Paris. Alors, le bénéfice des JO va-t-il durer sur le plan économique? C'est la question qu'on se pose, Vincent Roy. Ah, ça, je crois. Alors, je vais vous dire, je crois parce que les images qui ont été diffusées avec cette idée de mettre Paris au cœur des JO, c'est-à-dire d'utiliser même les monuments de Paris, je pense au Grand Palais, je pense à la Seine, je pense que des gens qui ne seraient jamais venus à Paris et qui ont vu dans le monde entier ces images, je pense que ça peut les amener à venir à Paris. Et ceux qui sont venus aux JO et qui se sont consacrés aux épreuves de JO et qui sont encore à Paris, eh bien, ça peut les incliner parce que maintenant ils ont du temps que les JO sont finis, ça peut les incliner à aller au Louvre, à aller à Versailles, et je pense que tout cela est absolument positif. Georges ? Écoutez, Paris, c'est Paris. Paris restera toujours Paris. Voilà, depuis quelque temps, Paris n'était plus trop Paris quand même. Mais ça a quand même toujours été la ville la plus visitée au monde. C'est vrai. C'est la ville la plus connue au monde. C'est la ville, dit-on, de l'amour, de l'art. Voilà, Paris restera toujours Paris. Alors, je pense aussi, comme Vincent, que on avait besoin de redorer l'image qui était ternie par les attentats qu'on a subis, évidemment, tout le monde entier était là, rappelez-vous, un certain 11 janvier à Paris, pour manifester leur solidarité. Et puis, a été ternie aussi par la délinquance quotidienne, le Champ de Mars, les étrangers savaient qu'à Paris... Donc là, tout à coup, on a vu un Paris flamboyant, sécurisé, joyeux, donc ça ne peut que faire du bien en termes d'image et en termes de retombées économiques et touristiques. Il faut dire que les Jeux Olympiques ont offert une formidable vitrine de notre capitale dans les médias du monde entier. Ça, c'est important parce que ça change aussi de ce qu'on pouvait montrer depuis quelques années entre la délinquance, les travaux, le manque de propreté. Enfin, on en voit un autre... Les grèves, les manifestations aussi, les émeutes, quand vous allez en Grande-Bretagne, quand vous allez aux États-Unis, quand vous allez en Espagne, quand vous allez en Italie, c'est de cela qu'on vous parle. On vous parle des grèves, on vous parle des manifestations qui avaient eu, Gilets jaunes et autres, j'en passe. Beaucoup d'émissions de télé aux États-Unis, d'ailleurs, se moquaient de nous sur ces réforme sujets-là. des retraites, manifestations chaque samedi, manifestations en semaine, Gilets jaunes, tout ça donne
a donné une image négative de la France et de Paris en particulier, puisque les plus grandes manifestations ont lieu ici. Bien sûr que ça a un impact, mais bon, fort heureusement, il y a un axe Venise-Paris-New York, New York-Venise-Paris qui fonctionne en termes de tourisme, et comme le rappelait Georges, Paris reste quand même la capitale la plus... Et heureusement. Et on en est fiers. Tout le monde est gagnant finalement dans cette affaire. Tout le monde est gagnant, oui.